Nous avons l'honneur ce soir de recevoir dans Face à Hanouna une dame qui a marqué la vie des Français. Vraiment, j'ai suivi toute son histoire, j'ai suivi toutes ses interviews. J'étais passionné par son histoire, je le suis toujours, et aussi par sa personnalité. C'est quelqu'un vraiment que j'admire énormément. Je suis très heureux qu'elle soit là ce soir. C'est Ingrid Betancourt. Merci d'être avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ingrid Betancourt, tout le monde connaît Ingrid Betancourt. Il y a une histoire incroyable, enlevée par les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, en 2002. Elle a été retenue en captivité pendant plus de 6 ans et demi dans la jungle colombienne. Alors moi, bien sûr, on s'est tous intéressés à l'histoire d'Ingrid Betancourt, mais moi je me suis aussi intéressé à sa personnalité. Et c'est vrai que c'est une personnalité incroyable. Donc merci d'être avec nous ce soir. On va revenir sur toute votre vie, sur tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que déjà, c'est un bonheur de vous voir. Et en tout cas, vous avez l'air très en forme. Non, vraiment, franchement, vous êtes magnifique, en tout cas. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que quand je vous ai vu arriver, eh ben, elle disait tout à l'heure que quand Danny Briand est arrivé, il s'est passé quelque chose. Et ben, quand vous êtes arrivé sur le plateau, il s'est passé quelque chose également. Vous avez été enlevé le 23 février 2002 par les FARC, alors que vous meniez campagne pour l'élection présidentielle colombienne. Est-ce qu'on va revenir là-dessus, bien entendu? Comment s'est déroulé cet enlèvement? Pour revenir pour ceux qui nous regardent, même pour les plus jeunes qui nous regardent, et qui ne connaissent pas votre histoire. Bon, rapidement, disons que la Colombie vivait des moments très difficiles. Il y avait une guerre entre une guérilla, les FARC, et le gouvernement. Les FARC étaient devenus, c'était au départ une guérilla de paysans qui défendaient un petit peu leurs droits à la propriété. Et avec le temps, c'était devenu un cartel de la drogue très violent, terroriste. Et ils avaient eu pour idée de kidnapper les gens pour, d'une part, demander des rançons et faire de l'argent, mais aussi faire de la pression sur le gouvernement. J'étais en campagne présidentielle. Je devais aller d'un point A à un point B. Je suis arrivée donc à l'aéroport dans lequel on pouvait atterrir et je devais prendre la voiture pour aller à San Vicente. Et là, sur le chemin, j'ai été kidnappée par les FARC. Ils ont monté un barrage. Ils savaient que j'arrivais. Ils avaient été prévenus. Le gouvernement, lui, m'avait enlevé ma sécurité. Et donc, j'étais démunie et j'ai été une proie très facile pour eux. Vous avez tout de suite su que c'était que vous alliez être enlevé. Vous avez tout de suite su que la gravité de ce qui se passait ou pas? Pas vraiment, parce que il y avait eu déjà des enlèvements qui avaient été rapidement négociés et c'était des personnalités. Et je me disais bon, je vais être là 2 semaines, 3 semaines, pas plus. Ils vous ont directement emmené dans la jungle. Vous avez été enlevé seul, hein, c'est ça? Alors non, on était dans la voiture, nous étions 5. Il y avait notamment un photographe, un journaliste français. Il y avait un caméraman avec qui je suis toujours en contact, un type divin. Finalement, ils nous ont gardé 2, les 2 femmes qui étions dans la voiture. Et les autres ont été relâchés. Nous, on nous a kidnappés un samedi, ils ont été relâchés un dimanche soir. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Vous dites quoi? J'ai eu plusieurs choses. J'ai eu un moment, on est dans cette voiture, on nous sépare. Et là, j'ai des images de photos. Il y avait un sénateur qui venait d'être assassiné par les FARC quelques mois auparavant. Et j'avais la photo de la voiture avec le corps du gars. Je me suis dit, c'est stupide de mourir comme ça. Ça a été mon premier truc. Alors, face à ça, c'est vrai que l'enlèvement, c'était un moindre mal. Ouais. Et donc, quand ils m'ont emmené dans une autre voiture, là, j'ai eu une conversation avec donc, le commandant qui a pris charge de ma vie, qui m'a dit que j'étais kidnappée, qu'ils allaient me garder. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse tout pour m'évader. Parce que je n'ai pas du tout envie de rester là. J'ai papa qui m'attend. Papa était très malade. Je savais qu'il n'allait pas tenir longtemps. Il venait de sortir d'une attaque cardiaque. Et je savais. Et j'avais mes enfants qui m'attendaient. Bref, et voilà. J'ai passé 6 ans et demi
à chercher comment revenir. Tous les jours. Pardon, je peux poser une question. Il vous traitait comment au début quand il vous parlait, parce que vous étiez une personnalité importante? Oui. Eux, c'était des guerrieros. Ils étaient respectueux, ils gardaient une forme de respect, ou ils étaient très insultants, très durs, très... Alors, j'ai un souvenir qui me revient avec cette question. J'ai le gars, donc, ce jour-là, qui me prend dans sa voiture, le commandant, et qui me dit « Ah, Ingrid, on vous a enlevé. » Et il me regarde et il me dit vous êtes quand même mieux en personne qu'à la télé. Et là, je lui dis je ne peux pas dire la même chose de vous, parce que je pense vraiment qu'en réalité, vous êtes... Évidemment, on voyait leur visage. Bon, bref. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous étiez au courant de ce qui se passait à l'extérieur? Est-ce que vous avez eu des espoirs à un moment donné de sortir qui ont été déçus? Ah oui, tout le temps. Et c'est très étrange, mais j'étais en contact avec la réalité à travers une radio. J'avais une radio. Et je pense que c'était aussi une façon pour les FARC qu'on tienne le coup, quoi, parce que l'isolement dans la jungle, c'est très, très, très dur à vivre. Et au moins, le fait d'écouter des nouvelles, de voir un petit peu à travers la radio ce qui se passait au dehors. Donc, j'étais au courant. Toujours avec un délai, un décalage. Ouais. Mais j'étais au courant. Je savais que la France se mobilisait pour moi. Je sais que je n'aurais pas tenu sans cela. Ouais. Les radios avaient créé des programmes des espaces à 5 h du matin ou à minuit pour que les familles des otages puissent envoyer des messages. Donc maman envoyait des messages. Alors, comme il y avait tellement de monde, il n'y avait que 15 secondes, il fallait dire bonjour et au revoir. Et donc maman préparait son truc et tous les jours, elle condensait ce qu'elle voulait me dire. Et il y avait toujours un mot d'amour, j'en avais besoin. Et il y avait une nouvelle, quelque chose sur mes enfants, sur le pays, sur ce qu'elle allait faire, sur ce qu'elle avait fait. Et ensuite, il y a eu, j'ai suivi, je n'avais pas les images, je n'ai compris qu'en revenant l'ampleur du soutien, mais merci la France. Les comités de soutien, vous saviez qu'il y avait des comités de soutien qui étaient un peu partout en France? Vous saviez ce qui se passait ou pas? Non. Est-ce que moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que votre maman, vous avez dit, elle vous laissait des messages tous les jours de 15 secondes. Comment pouvait-elle savoir que vous étiez encore en vie? Non, elle ne savait pas. Elle ne savait pas, donc elle fait... Elle ne savait pas. Mes enfants aussi me laissaient des messages, moins souvent. C'était plus difficile pour eux, ils n'étaient pas en Colombie. De fait, toute la famille est partie de Colombie. La seule qui est restée, c'est maman. Et ça a été un calvaire pour tout le monde, pour mes enfants, qui n'ont plus de vie, parce qu'ils faisaient leurs études, mais en même temps, il fallait qu'ils se battent pour moi. Et que, voilà, les gens il fallait qu'ils se mobilisent dans les comités. C'était vraiment une vie très, très difficile pour des adolescents. Vous avez dit tout à l'heure que vous vous raccrochiez à cette radio que vous aviez, au message de 15 secondes aussi qu'on pouvait vous laisser. Vous êtes aussi rapproché de la religion pendant cette période, non? Oui, oui, oui. Disons que j'étais très seule et en même temps très entourée, puisque j'avais des gardes constamment. Et j'ai eu cette sensation, c'est une expérience vécue, de présence, de protection, d'espoir, très difficile à partager, parce que ce sont des choses un petit peu mystiques et qu'on a du mal à expliquer ça si ce n'a pas été, disons, partagé dans le vécu. Mais ce que je peux dire, c'est que après ça, j'ai fait de la théologie pour essayer de comprendre et que maintenant, je comprends beaucoup mieux ce en quoi je crois. Et c'est vrai que j'ai une foi que j'aimerais partager, mais je ne peux pas la partager parce que c'est impartageable. Mais j'espère que les gens vont faire cette rencontre qui est extraordinaire aussi, chacun. Oui, Gilles. Vous avez parlé de l'obsession de l'évasion. Oui. Est-ce que vous avez fait des tentatives ou est-ce que vous étiez trop sévèrement gardé pour le faire? Non, j'ai fait beaucoup de tentatives. J'ai été très punie parce que j'ai été aussi recapturée. Mais ces tentatives ont été un chemin d'apprentissage que j'ai partagé avec un de mes compagnons. Et lui a réussi à s'échapper. Et grâce à sa réussite, l'armée colombienne
a pu nous encercler, savoir où nous étions, et a pu mettre en place l'opération de sauvetage qui nous a libérés 1 an après. Alors justement, Nicolas Sarkozy a fait de son élection 2007, il a fait de votre libération une priorité. Il a souvent pris la parole pour appeler à la libération d'Ingrid Betancourt. Vous connaissiez Nicolas Sarkozy avant ou pas du tout? Non, je ne le connaissais pas. Pas du tout. Mais maintenant, je le connais. J'aime beaucoup, beaucoup. Mais c'est incroyable parce que c'est vrai qu'il s'est battu pour votre libération vraiment quotidiennement. Oui. Ça a été une priorité pour lui. Oui. Il a, comme on dit, il a vraiment mouillé le maillot parce que c'est lui-même qui a vraiment fait toutes les démarches pour vous libérer. Oui, mais je crois que ça fait partie de son caractère. Je crois qu'il s'est battu pour moi, comme il s'est battu pour d'autres otages. Il a sorti aussi, rappelez-vous, les sœurs qui étaient au Liban. Non, pas au Liban, en Libye. Exactement. Les femmes religieuses, oui. Il a, je pense que, alors, je veux le dire parce que je pense qu'il faut le dire, être un chef d'État, c'est très très dur et il y a beaucoup de responsabilités. Et ce que j'admire chez lui, c'est qu'il a compris que être chef d'État, c'était avant tout servir l'être humain. Et ce n'était pas faire de la raison d'État une excuse pour ne rien faire. Exactement. Parce que c'est trop facile de ne rien faire. On sent que vous avez beaucoup d'émotions quand vous parlez de Nicolas Sarkozy. Oui, parce que vraiment, merci, quoi. Ouais. Alors, on a parlé de votre captivité, mais quand vous étiez enchaîné, c'était quoi J'étais enchaîné. Enchaîné, c'est-à-dire tous les jours? Oui, alors au départ, je n'ai pas été enchaînée. Je me suis évadée. Ensuite, j'ai été enchaînée tout le temps. Et je m'organisais pour... là, la chaîne, elle est sur le pied. C'est-à-dire, j'avais la chaîne soit au cou, soit au pied. Ça, c'est une image que beaucoup ont vue. Oui, qui fait le tour du monde. Qui est dure pour moi parce que j'étais très malade. Une hépatite? Je ne sais pas ce que j'avais. J'ai eu une hépatite chronique, j'avais eu le paludisme, mais je m'étais récupérée du paludisme. Ça, c'était après. Je ne sais pas ce que j'ai eu à ce moment-là. Mais j'avais de la fièvre, j'étais très malade. Et je n'avais aucun... rien. Les FARC avaient décidé, le commandant... Pas de soin, rien. Aucun soin. Rien. Sauf jusqu'au moment où le secrétariat général des FARC a demandé une preuve de survie. Et là, le commandant a décidé de me mettre des perfusions. Et ça, c'est 1 semaine après qu'ils aient pris soin de moi. J'étais pas très bien. Vous aviez la notion du temps? Oui, j'avais la notion. Oui, avec la radio et les J'avais messages. la radio, j'avais une montre aussi. Ah, bien sûr. Les autres otages, vous avez vu des choses très dures, certainement, qui se sont passées avec les autres détenus, les autres otages, non? Écoutez, Cyril, je crois que déjà la captivité de ce que l'on sent est terrible, mais la souffrance des autres. Ça. Et pas seulement la souffrance des otages. Ouais. Ah ouais. La souffrance... Alors, les gardes qui étaient autour de nous, c'était des enfants. Ils avaient 14, 15, 16 ans, l'âge de mes enfants. Et c'était des gamins qui étaient aussi kidnappés que moi. Et de temps en temps, j'avais des moments avec eux de partage. Et on en discutait et je leur disais, mais foutez le camp, quoi. Partez, vous pouvez partir, vous connaissez la jungle. Moi, je me disais, non, on part, ils vont tuer nos parents. Ils savent où ils sont. J'ai eu des choses de filles qui se faisaient... Enfin, les filles dans la jungle se faisaient violer. Elles étaient enceintes. On les forçait à avorter au 6e et 7e mois. Enfin, j'ai vu des trucs avec des douleurs dans l'humain. On a pleuré ensemble. Et la souffrance de mes compagnons, de les voir malades avec la leishmaniase. La leishmaniase, ça s'appelle la lèpre de la jungle. C'est une maladie dans laquelle vous vous faites piquer et c'est une lèpre. Donc, la bactérie commence à bouffer votre peau et votre chair. Et vous pouvez mettre votre doigt là où c'est et vous sentez rien, mais vous voyez, enfin, c'est impressionnant. Oui,
Vous avez eu peur vous-même pour votre intégrité physique? Oui. Vous avez eu peur d'être harcelé, d'être molesté, tué peut-être, exécuté? Ah oui, ça c'était le pain quotidien. De la violence, les insultes, la cruauté. Votre papa est parti pendant votre captivité. Quand vous l'avez appris, c'est votre maman qui vous a laissé un message? Ouh, ça va être dur. Alors, attendez, j'essaie de... Bon, et après on passe à autre chose. Bah oui. Je vais pleurer là. Petite bouteille d'eau. Bon, c'était, je pense, un mois après ma capture. J'avais déjà essayé de m'évader. Donc, j'étais attachée par des chaînes. Et j'essayais de me récupérer, d'abord moralement. Et donc, les heures passent et on s'ennuie. Donc, j'ai vu que dans le campement, il y avait des provisions qui arrivaient. Et donc, excusez-moi, je suis un petit peu... Aucun problème. Et j'ai vu que ces provisions étaient emballées dans du papier journal. J'ai demandé au commandant s'il pouvait me passer le papier journal, les feuilles, pour pouvoir lire quelque chose. Et il accepte. Donc, on m'apporte toutes les feuilles et je les organise par date, par truc. Et je commence à regarder et il y a une image qui attire mon attention. C'est la moitié d'une page de journal et il y a un cercueil et il y a des journalistes qui prennent des photos partout autour. Et je regarde l'explication de la photo et il y a marqué les journalistes s'attroupent autour du cercueil de Gabriel Betancourt. Incroyable. Incroyable. Donc vous l'avez appris comme ça? Comme ça, oui. Elle l'a appris comme ça. Ouais. Incroyable. Ingrid Betancourt, au moment où vous êtes libérée... Désolée, hein. Ça Non. fait beaucoup trop de temps. Je pense toujours que je suis... que ça y est. Et, Ensuite, vous êtes au moment de votre libération, qu'est-ce que vous vous dites? Premier instant. au moment de ma libération... Est-ce que vous réalisez que vous Non, allez être je vais libérée? pleurer déjà maintenant. Comment vous l'apprenez? Est-ce que vous Alors- réalisez que vous allez être libérée? Quand vous êtes libérée, c'est quoi le premier truc auquel vous pensez? Vous y croyez? Vous Eh ben, réalisez pas? au départ, alors, l'instant de la libération, nous sommes dans un hélicoptère. On nous a fait rentrer à la force. Personne de mes compagnons ni de moi ne voulons rentrer dans cet hélicoptère parce qu'on se dit qu'ils vont nous emmener encore plus profondément dans la jungle. Et que, bon, voilà. Et puis là, on est menottés. On est tous assis. C'est un hélicoptère militaire, donc il n'y a pas de banc. C'est en cercle. Et au milieu de l'espace où nous sommes tous autour, il commence à se battre entre les deux chefs des FARC qui étaient montés avec nous dans l'hélico et le groupe qui était venu dans cet hélico et que nous pensions étaient des amis des FARC, puisqu'ils avaient l'air de se connaître, de se dire bonjour, etc. Et là, tout d'un coup, le commandant, qui avait été avec moi pendant plus de 4 ans, presque 5 ans, qui était un type abominable, c'était un type très cruel et très... Vraiment. Tout d'un coup, il est là, devant moi, tout nu, ligoté. Et je crois, je suis certaine qu'on avait été tellement... Enfin, ça faisait 6 ans et demi qu'on était là-dedans, que le cerveau, il ne fonctionne plus du tout rapidement. Et on n'est plus... Donc, je n'arrivais pas du tout à comprendre ce qui se passait. Et mes compagnons qui étaient assis à côté de moi commencent à lui donner des coups de pied, comme ça. Et moi, je suis là, mais non, on ne va pas se comporter comme eux. Et puis tout d'un coup, le type qui est sur le commandant des FARC, en train de le neutralise finalement, et crie, mais à plein poumon,
nous sommes l'armée colombienne, vous êtes libres. Et là, je n'ai pas compris les mots qu'il avait dit. Je me suis mise à hurler et je me disais, en me parlant à moi-même, Ingrid, contrôle-toi parce que t'es folle là, il faut que tu te contrôles. Et j'ai hurlé jusqu'à ne plus avoir de souffle. Et quand j'ai respiré, là j'ai compris les mots. Et là j'ai compris l'attitude de tous autour de moi parce que c'était la folie dans cet hélico. Et là on s'est tous mis à pleurer et c'était fou quoi. Aujourd'hui, Ingrid Betancourt, comment vous êtes reconstruite? Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à revivre, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vivre une vie normale ou c'est fini, votre vie a complètement changé, vous pouvez plus vivre comme avant? Bon, moi, après le test d'aujourd'hui, moi qui pensais que j'avais réellement... non, je pense que je suis très très bien dans ma vie, je suis très heureuse, j'ai appris à être heureuse, réappris à être heureuse. J'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Parce que j'ai une famille qui m'entoure, qui m'a beaucoup cajolée, beaucoup caressée, beaucoup supportée. Ouais. Ça, c'est mes enfants. On se rappelle tous des images sur le tarmac de l'aéroport. Je pense à... C'est ma fille, mon fils. Et le petit, c'est Stanislas, mon petit neveu que j'adore. Voilà, ça, c'est mes enfants. Ah, ça, c'est la première fois que je les vois. Dans l'avion. Et à partir de là, ça a été... c'est fou ce que l'amour nous construit et nous... J'ai eu beaucoup de chance de les avoir. On a eu beaucoup de chance de vous avoir ce soir, Ingrid Betancourt, merci d'avoir été avec nous. Et vous revenez ici nous voir quand vous voulez. Merci, merci d'avoir trop pleuré. Non, au contraire. C'est pas du tout au programme. Alors franchement, c'était un témoignage très très fort, on était très heureux de vous avoir.